Duong Tudo, rue Catina, c'est l'ancienne rue Catina bien connue du corps expéditionnaire français en Indochine et des lecteurs de l'Artégie. Là voilà la rue Catina qui va de la basilique au port. Continental Palace, des noms qui parlent bien. Nous y sommes à Saigon depuis 28 heures. Et pendant ces premières 28 heures, beaucoup de choses nous ont frappés. Et ces choses qui nous ont frappés, Michel Parbeau les a filmées, Jacques Beck les a enregistrées, et nous allons vous les présenter. Ce sont, je le répète, que des premières impressions. Il y a d'abord la rue, une gigantesque base arrière. Et on a abandonné le français pour parler l'anglais, plus pratique. Ainsi, vous êtes un number one, un numéro 1, si vous avez la piastre facile. Mais si vous avez la piastre difficile, si vous rechignez à la dépense, alors vous êtes un number 10, un numéro 10. Disons que les Français, ici à Saigon, sont des number 10, des numéros 10. Saigon mange du dollar, et les GIs, qui ont mangé du Viet, comme ils disent, dans la brousse, demeurent les fournisseurs attitrés pendant la permission de 24 heures qu'ils ont une fois par mois. Il y a surtout ce formidable déploiement de force. Vous voyez, tous ces cargos sont prêts à partir vers Da Nang, vers Hue, vers Chu Lai, vers toutes les bases américaines sur tout le territoire vietnamien. Les troupes qui sont là-bas sont des troupes en alerte, ce sont les commandos qui risquent de partir d'un moment à l'autre. La première alerte, ils montent dans ces appareils, s'en vont et sont parachutés. Quant à ma droite, ce sont les fameux F-104 d'intervention. Tous les équipages sont derrière en alerte et ces appareils sont prêts à décoller immédiatement avec leur chargement de bombes. Voilà, en gros, le phénoménal rouleau compresseur américain, dirigé par l'électronique, va tenter l'écrasement d'une véritable fourmilière chaussée d'un bout de pneu et dont le seul soutien logistique, il faut bien le dire, demeure le dos des hommes et la bicyclette. Il y a encore le port encombré de matériel, d'un fouillis inextricable, de camions, de remorques, de maisons. L'intendance. Une intendance qui semble suivre d'ailleurs difficilement. Les Américains importent tout leur nécessaire. L'eau vient des Philippines, le bois de Californie, le ciment de Corée. La maison vient quelquefois de Taïwan, de Formose. Il y a aussi cette maison aveugle où le béton a clos les fenêtres. C'est là que s'organise la guerre, c'est l'ambassade américaine, avec entre la porte et la rue, le no man's land de la crainte. C'est qu'en mars de cette année, vous vous en souvenez, plusieurs kilos de dynamite l'ont ravagé. Monsieur Kaplan, Saigon est actuellement entre deux trêves, pourrait-on dire, celle de Noël et celle future du Tet. Pensez-vous que ces trêves apportent quelque chose à la paix? Eh bien, je ne sais pas, n'est-ce pas? Franchement, nous n'avons aucun moyen ici de savoir quelle réaction l'autre côté va produire finalement à l'offre répétée que nous avons faite de négocier les problèmes qui nous confrontent ici au Vietnam. Nos propositions sont très claires, tout dépend d'eux. Oui. On dit souvent en Europe, et vous le savez, au Vietnam, ce sont les Américains qui commandent, est-ce vrai? Non, ce n'est pas vrai. Les Vietnamiens ont quelques 750 000 hommes sous les armes. Ils sont incomparablement plus engagés, si vous voulez, dans le travail quotidien de pacification que nous. Nous apportons évidemment un élément essentiel à leur sécurité, mais il n'y a aucun commandement unifié pour l'instant. Nous coopérons ensemble. Les Vietnamiens sont un facteur tout aussi important dans la situation, je dirais même beaucoup plus important dans la situation que nous-mêmes. On dit aussi que les Américains, en définitive, se moquent du Vietnam et ce qui les intéresse, c'est de construire des bases au Vietnam. Comment répondre à une assertion aussi absurde? Nous n'avons aucune
aucunement besoin de base au Vietnam. Nous poursuivrons ici des buts qui ont été très clairement définis et par le président et par le secrétaire d'État et de façon répétée par d'autres porte-paroles du gouvernement américain. Dès que la situation ici revient au calme, n'est-ce pas, nous n'aurons plus besoin de base ici et nous n'aurons aucunement envie de garder nos troupes ni notre matériel dans ce pays. Et cette guerre vous coûte très cher aux États-Unis, au Vietnam. Oui, la guerre coûte effectivement très cher. Toutes les guerres coûtent cher de nos jours. Elles ont toujours coûté cher. Mais elles coûtent beaucoup moins cher, évidemment, que les conséquences d'une attitude, comment dirais-je, lâche et non responsable devant une situation comme telle que nous affrontons ici. Une dernière question, pensez-vous que la paix puisse être réalisée? Ou qu'au contraire, la guerre sera étendue? La paix reviendra, c'est vraiment très simple, lorsque les gens de Hanoï acceptent une fois pour toutes qu'ils ne peuvent pas tout simplement annexer ce pays et gagner les buts qui se sont assignés par des moyens violents. Une fois qu'ils se seront convaincus de ce fait, la paix, ma foi, nous l'établirons assez facilement. Ông ủy viên Tâm Lý Chiến và Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 4 và vùng 4 chiến thuật kiêm đại biểu chính phủ tại miền Tây Nam Phật đang duyệt qua các liên đoàn công tác chiến dịch thông suốt. Công tác phục vụ cho đại nghĩa, dùng môi trường tuyên truyền của quý vị đại diện an dân trong năm Bính Ngọ. Thiên đại! Vous venez de vivre une trêve en tant que soldat, celle de Noël, et vous allez en vivre une autre, celle du Tet. Je crois que vous n'aimez pas le mot trêve, mon général. C'est ça, je n'aime pas le mot trêve, parce que, comme monsieur le ministre a dit, que ça ne répond pas exactement à notre intention. C'est une sorte d'arrêt des opérations militaires pendant quelques jours pour offrir à la troupe l'occasion de vivre avec leur famille, d'aller à l'église, de visiter les pagodes, de se reposer pour reprendre une offensive. Nous croyons un peu en France, on le dit et on l'a écrit un peu partout, que le gouvernement vietnamien se laissait commander par les Américains. C'est tout à fait erroné. Nous avons, je suis dans le gouvernement, je suis en bonne position pour le savoir. Pour la plupart des décisions, nous les prenons nous seuls. Pour certaines autres décisions concernant le matériel, ou bien en ce qui concerne l'aide américaine, naturellement, nous le conférons avec les Américains. Mais dans toutes les actions, pratiquement toutes les actions, les Américains cherchent toujours à suivre notre opinion plutôt que d'imposer les leurs. Comment voyez-vous la solution au Vietnam? La solution au Vietnam, ils veulent conquérir le pays par la force. Ce que nous pensons pouvoir faire, c'est les décourager. Au point de vue militaire, il faut montrer qu'eux, ils ne peuvent pas s'emparer du pays par la force. Alors les amener à accepter le fait qu'une solution politique est nécessaire. Accepter ce fait aux communistes. Dans cette question, il faut que nous soyons très forts militairement parlant. Et puis que les communistes nous laissent tranquilles, que nous organisons notre pays au-dessous du 17e parallèle selon la volonté de notre population. Vous ne songez jamais à une réunification possible du Vietnam? Nous continuons à songer à cette question, mais je ne peux pas parler
quelle année? Vous savez, de cette question, ça dépend, c'est comme en Allemagne, c'est comme en Corée, ça dépend d'une situation générale du monde. Tant que le monde est divisé en deux blocs, il est presque normal que, enfin, dans la situation de notre pays, on soit aussi divisé. Et le jour où la situation mondiale se modifiera, nous sommes sûrs que nous saurons se réunifier.